Je suis aujourd'hui avec une experte en mindset qui l'a développé en surmontant ses crises chroniques du syndrome de l'intestin irritable et ses défis personnels comme un licenciement et une rupture. Aujourd'hui, elle aide les femmes à s'autoriser à rêver grand et vivre sans compromis grâce à la manifestation. Elle utilise une approche holistique qui connecte croyances, bien-être et résultats professionnels. Elle croit profondément en l'importance de modifier son mindset et ses croyances pour atteindre la vie de ses rêves. Et pour cela, elle a créé notamment un club de femmes sur la rivalité féminine dans lequel il y a presque 200 femmes qui la suivent. J'ai le plaisir d'accueillir Margot Ilona Letouche. Salut Margot Ilona, comment vas-tu? Hello Gaëlle, merci infiniment pour l'invitation à ce podcast. Je suis très contente et je vais très bien. Eh ben c'est une superbe nouvelle. Bah écoute, on va rentrer direct dans le vif du sujet. On va parler de l'ambition féminine. C'est quoi pour toi l'ambition féminine? Avec plaisir. Déjà, avant de te dire ce que c'est pour moi, je tiens à Vas-y. préciser que j'adore faire quelque chose qui est questionner qu'est-ce que l'ambition pour les gens, la signification du mot ambition. Et je crois que j'ai à chaque fois une autre définition. Alors, je vais te donner la mienne, qui se rapproche quand même beaucoup de celle du dictionnaire, puisque j'ai cherché longtemps autour de cette thématique, puisque c'est une thématique qui me parle beaucoup. Et pour moi, l'ambition féminine, c'est simplement le désir de réussir. Juste l'envie de réussir. Et du coup, quand on parle d'ambition féminine ou d'ambition masculine, pour moi, je vois pas de différence. C'est l'envie de réussir. Là où De il y a de la réussir quoi? différence, eh ben justement, la différence, elle est là. C'est chaque humain, chaque personne, peu importe leur genre, a une définition de la réussite qui est différente. Et c'est une des Mhm. premières choses que je questionne personnellement dans mes coachings, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi en fait la réussite pour toi? C'est quoi en Mhm. fait le bonheur pour toi? Est-ce que tu as pris 5 minutes pour écrire 2-3 pages et de me définir clairement ce que c'est que la réussite pour toi? Mais je peux t'assurer que personne ne l'a fait. Je peux t'assurer que quand ils viennent au coaching, très souvent, ils me disent: «Ah bah réussir, c'est gagner plus d'argent». Mais en fait, Ok. ça remplit pas toutes les feuilles. Ça remplit pas réellement, c'est pas détaillé, c'est pas clair, c'est pas précis. Et donc en fait, ton inconscient, il a aucune idée de ce que c'est. Gagner plus d'argent, ça veut rien dire pour lui, c'est pas assez précis. 1 euro, ça peut être plus d'argent quoi. Exactement, exactement. Je Et comprends. parfois, 1 million, c'est pas forcément ce dont tu besoin pour faire la fameuse réussite que tu veux. Potentiellement, tu pas besoin d'1 million pour, avoir, une maison, avoir des enfants, et vivre, un certain niveau de vie qui t'intéresse. Et pourtant, dans ta Mhm. tête, tu penseras qu'il te faut 1 million. Eh ben non. Avant d'avoir 1 million, tu pourras déjà kiffer ta vie de rêve. Et après, tu Ouais. pourras aller encore plus loin. Et après, tu pourras avoir une ambition encore plus belle. Et donc l'ambition, c'est ce désir de réussir en connaissant, en fait, ce que c'est que la réussite pour soi. Voilà, pour Mhm. répondre à ta question. Et donc toi du coup c'est la première chose que tu vas faire, c'est aller chercher la définition de la réussite pour chaque personne. Exactement. Je vais les Et challenger sur cette question-là. excellent. Et du coup, j'imagine pour toi, tu t'es clair sur cette question. Donc, c'est quoi pour toi ton ambition à toi? Tu vois, si tu avais à nous le dire, c'est quoi? Enfin, je dirais tes ambitions du coup, parce que je Ouais. comprends qu'il y a, ça agit sur plusieurs aspects de la vie. Ouais, parce qu'il y a aussi la notion de beaucoup de gens pensent ambition égale ambition professionnelle. Pas du Ouais, tout. Une femme peut d'accord. être tout à fait ambitieuse et vouloir être, maman au foyer, peut vouloir, être sportive aussi d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la notion Ouais. de pro. Tu vois? On peut simplement avoir une ambition de faire un marathon. Bon, bah, potentiellement, ça te rapportera pas d'argent. Mais pourtant, c'est une belle ambition et ça peut te permettre de réussir quelque chose. Donc, D'accord. faut pas faire l'amalgame entre les deux. L'ambition, c'est vraiment la réussite en général. Et donc, ça touche à tous les domaines de ta vie. Et donc la mienne, ma vie rêvée, on pourrait y passer pendant 15 ans puisque tu imagines que j'ai fait l'exercice moi et que j'ai des pages et des pages et des pages de description de ma vie rêvée. Mais du coup, pour faire court, ma vie rêvée, c'est, il y a une vraie notion de liberté et une notion de, pas être accroché. Il y a une notion dans la liberté, moi j'entends détachement. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, le détachement. Mm. Notamment, je sais pas si tu vois, mais il y a beaucoup de coachs en rangement aussi, où on se rend compte que même de se séparer de matériel est hyper dur pour certaines personnes, parce que, bah, tout porte quelque chose, porte une émotion, porte un souvenir, porte une expérience derrière. Et du coup, moi, dans ma vie rêvée, c'est ce détachement. Je fais beaucoup de travail sur moi-même, sur mon mindset, sur mon rangement aussi d'ailleurs, autour de cette notion de détachement pour en être, libérée justement. Détachée de mes relations, détachée, de par ma rupture d'ailleurs dont tu as parlé en introduction, détachée aussi du matériel, de là où on vit, de son chez soi et cetera. Et puis détachée aussi comment je pourrais le mettre? Heu,
de toute la force en fait du capitalisme qu'on va avoir, c'est-à-dire de cette notion du besoin d'argent, cette notion du besoin de toujours plus, détaché de tout ce qui est aussi réseaux sociaux, etc. Où en fait tu peux très facilement rentrer dans une spirale et il y a un effort à faire pour se détacher de cette spirale et de ne pas rentrer dedans. Et ça fait partie de ma vie rêvée, m'assurer que je ne rentre pas dans cette spirale. Mhm. Et après, il y a une notion de visibilité aussi, parce que ça fait partie de mon pourquoi. C'est un vrai gros pourquoi pour moi. Quand j'étais petite, toute petite, très très petite en école maternelle et primaire, j'étais très fofolle, je prenais beaucoup de place. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai des amis qui sont en fait des connaissances aujourd'hui avec qui on parle encore, puisque du coup, j'ai beaucoup bougé quand j'étais plus petite. Euh, et qui me disent très souvent, qui me rappellent des petits moments de ma vie quand j'étais toute petite, qui ressemblent énormément à la Margot Ilona que je suis aujourd'hui. Et qui n'est pas du tout la Margot Ilona que j'ai été pendant mon cursus scolaire de collège, lycée, où finalement je me suis éteinte. Je me suis mis dans les fameuses cases qu'il faut, qu'il faut suivre. Euh, si on veut faire comme tout le monde. Et donc cette notion de visibilité, elle est importante pour moi dans ma vie de rêve. Parler fort, parler haut, parler de sujets qui amènent à des débats, notamment la rivalité féminine, notamment l'ambition féminine. C'est c'est ce qui fait partie de ma vie de rêve. Parler, me mettre en avant, être visible. Et je sais que ça peut, certains diront que c'est arrogant ou que c'est pas comme il faut, on va dire. Et ça me plaît. Ça me plaît d'être pensée comme ça. Et par contre, je le vois pas du tout comme ça. Je vois pas ça comme de l'arrogance. Je vois ça comme finalement que j'ai été créée pour ça, créée pour me mettre en avant, que j'ai des facilités à le faire sans effort. Mhm. Excellent. Et si tu veux rentrer dans la vie privée, pour ma vie privée, je suis quelqu'un qui Comme est tu veux. très partage, avec plaisir. Moi, j'ai pas de tabou. Qui est très partage. C'est une de mes valeurs fortes d'ailleurs, le partage. Donc, c'est d'être avec des personnes qui sont inspirantes, qui Mhm. m'enrichissent au quotidien. Et donc, l'entourage pour moi est hyper important dans ma vie de rêve, que ça soit mon amoureux, qui est hyper important pour moi et qui m'épaule énormément, qui m'a épaulé aussi au démarrage où voilà, démarrer un business, c'est pas toujours facile. Être entouré, avoir des piliers, c'est important. Et donc, c'est un point que je veux garder tout au long de ma vie. Et Mhm. aussi, l'entourage avec des personnes, tu vois, par exemple, comme rencontrer des personnes comme toi qui sont hyper inspirantes, qui vont aussi chercher d'autres personnes qui nous parlent de parcours qui sont inspirants. C'est aussi un point important pour moi dans ma vie rêvée. D'accord, donc en plus c'est également un environnement. Ouais. Ouais, Ça c'est tellement essentiel de créer un environnement qui soit porteur, je dirais. En fait, cha- chacun crée un... Quand on n'en est pas conscient, je pense qu'on crée tous un environnement à notre image, dans un premier temps. Et puis jusqu'au moment où on se rend compte qu'on n'aime pas forcément cette image. Il y a un moment qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est responsable d'avoir créé cette image. Et à partir de là, tu as la possibilité de choisir et de te dire, ok, où est-ce que je veux aller? Mais déjà, dans un premier temps, il faut savoir et être conscient de là où tu veux aller, pas juste te laisser porter par le flow de la vie, qui d'ailleurs, moi je trouve que ouais. très souvent, j'avais cette réflexion avec ma coach cette semaine. Mhm. Et c'est facile, tu vois, t'as ton flow à toi. Moi, ce que j'appelle même, tu vois, j'en suis même arrivé à plus appeler ça du flow, mais même, je dirais, de la dévotion à ce que je fais, de la Mhm. dévotion à la tâche, tu vois. Et ça ce que j'ai pris conscience de ça quand j'étais à Dubaï et que je préparais une cérémonie de cacao, c'était mon niveau de présence était. Mais j'avais jamais vécu ça avant, tu vois. Il se passait des choses, des gens faisaient des choses autour de moi, mais j'étais tellement engagé dans ce que je faisais ici et maintenant que ça, enfin, pour moi, il y a un avant, un après, tu vois. Et, et ça, tu vois, c'est quelque chose, c'est quand t'es dans un environnement qui est pas, enfin, qui a ton image à l'heure actuelle, mais que tu t'en rends pas compte, généralement, ce qui se passe, tu vas être dans le flow des autres. Les autres vont te dire si ça et ça, et tu vas être une réaction à ça à la place de pouvoir te recentrer, redevenir ton souverain ou ta souveraine, et pouvoir avancer, tu vois. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir un environnement, mais qui soit porteur. Euh, Bien sûr. Tu nous Le parles du... groupe est très Oui, vas-y. puissant. Ouais, Ouais, le oui. groupe est très puissant. L'effort du groupe, qu'il soit positif ou négatif, l'effort du groupe est très puissant. Et si je peux rajouter un point, c'est l'effort de l'espace, l'effort de l'endroit où tu es. Ouais. Les espaces, les lieux, ils ont une mémoire en fait. On Mhm. l'oublie très souvent. Mais les lieux ont une mémoire. Par exemple, je sais que
j'ai médité de manière beaucoup plus simple dans des temples à Bali euh, et en Thaïlande que à Paris dans mon appartement. La manière dont le lieu en fait s'imprègne du passé et de ce qui s'est passé dans ces lieux-là, c'est hyper puissant et je pense qu'on oublie beaucoup que ça a un impact sur nous aussi. Et je le sens très très rapidement. Là, on fait le podcast sur Aix-en-Provence. Le lieu dans lequel je suis émane une énergie qui est complètement différente que quand je suis dans mon appartement à Paris. Parce que les lieux ont une mémoire et les lieux t'amènent une énergie de cette mémoire-là. Ah, c'est sûr, absolument. Et t'as aussi des mémoires par rapport au lieu, tu vois. Exactement, exactement Et, aussi. et- et ça, c'est assez extraordinaire, tu vois. Quand tu deviens conscient de tes actions, etc., tu te rends compte qu'en fonction de certaines personnes, c'est genre, t'as des habitudes, des réflexions, des manières de réfléchir qui vont être différentes. C'est assez extraordinaire. Tu vois. Moi, je trouve ça, je suis fasciné, tu vois. L'être Ouais. humain me fascine tous les jours et tu vois, je suis un peu mon premier petit laboratoire pour voir ce qui s'y passe. Et tu parlais d'une chose, tu vois, par rapport au détachement et Mhm. par rapport, tu parlais notamment du détachement des lieux. Et j'ai trouvé une chose, enfin, moi, tu vois, je trouve, j'ai été euh, comment dirais-je? Enfin, moi, tu vois, je me vois plus comme citoyen du monde. Là, je reviens où j'ai passé 2 mois entre décembre et février en Asie du Sud-Est, avec ma compagne qui est indonésienne. Et du coup, on a vu Jakarta, on a vu l'Indonésie, on a vu Bali, l'île de Sumatra, Singapour, on est revenu par Mhm. Dubaï, etc. Donc moi, tu vois, je me vois plus comme citoyen du monde. Et j'ai vécu, tu vois, à Bali pendant toute la durée de la Covid. Et Mhm. il y avait une chose, donc moi je prônais énormément, tu vois, ce détachement, tu vois, ok, bah, j'ai mon sac à dos, ma vie pendant longtemps, enfin pendant ces 2 3 ans, ça tenait dans une grande valise et un sac à dos, tu vois, c'était ce que j'avais, tu vois. Et, mais par contre, je vois là, depuis que je suis, bah voilà, que j'ai un point d'ancrage qui est à l'heure actuelle aux Mhm. Pays-Bas, c'est pas la même chose. Donc comment est-ce que tu arrives à équilibrer cet aspect de détaché de son lieu tout en ayant un ancrage parce que l'être humain a toujours besoin, tu vois, d'un ancrage avec une communauté qui soit relativement fixe Ouais. autour de soi. Elle est hyper puissante cette question et c'est une question qui revient très souvent quand je parle de détachement. Parce que Mhm. quand on entend détachement, euh, on l'entend en fait un peu uniquement matériel, c'est-à-dire détachement de mon lieu. Mais en fait, c'est possiblement aussi simplement un détachement émotionnel. C'est-à-dire que si demain je te dis que tu peux plus être là où tu es et que pourtant c'est ton lieu d'ancrage, si tu as un détachement émotionnel et psychologique dans ta tête, ça sera beaucoup plus simple pour toi d'accepter le changement grâce à ce Mhm. détachement-là. Et c'est pour ça que quand je dis détachement, moi j'ai un appartement à Paris dans lequel c'est mon appartement. Et j'y vis, et j'apprécie vivre, et j'apprécie partir et revenir dans cet appartement. Et pourtant, c'est mon appartement, je suis pas, comme tu l'as dit, nomade, mais je sais pertinemment que si demain je dois changer d'appartement, que si demain l'envie me prend ou une opportunité me prend de partir, par exemple aux Pays-Bas, là où t'es, ou ailleurs, je sais que psychologiquement, ça sera pas difficile de me détacher. Parce que j'ai pas un attachement fort à la place, j'ai juste un attachement au fait que c'est chez moi. C'est un petit peu home, tu sais, comme ils disent en anglais. Mhm. C'est vraiment la maison, l'endroit où tu es. Et cet attachement-là et cet ancrage-là, tant qu'il n'est pas trop fort, tant qu'il n'est pas déséquilibré, en fait, comme tu l'as dit, il est intéressant, il est important. Et il te permet de ramener cet équilibre, justement. Si tu veux partir, si tu as des moments de mouvement, de changement, si tu as des changements de culture aussi, pour tous ceux qui aiment voyager dans des cultures qui sont complètement différentes des nôtres, notamment l'Indonésie. Moi, je sais que ça a été un des voyages qui ont été vraiment transformateurs dans ma vie. Et revenir à ton ancrage après ça, c'est très puissant et ça t'apporte énormément de choses. Donc, je vois tout à fait le lien qu'on peut faire avec le détachement et le fait que ça veut dire aussi un petit peu pas s'attacher à un endroit, pas s'attacher à quelque part. Mais en fait, pas forcément ça. Le Mhm. détachement, il est plus dans la tête et dans la manière dont tu vas gérer la résistance à un changement potentiel. Et je sais que les générations passées ont un attachement beaucoup plus fort au lieu. Et si tu leur Mhm. demandes de partir de leur maison, par exemple, ils auront beaucoup plus de mal à le faire.
Ouais, c'est Hein. une très bonne. Et je te rejoins sur ça. C'est plus comment être. Avoir eu un point d'attache, mais pas être attaché à ce point d'ancrage en fin de compte. Je comprends complètement. Et, tu vois, nous, on avait Exactement. voyagé pendant 2-3 mois en France et on changeait d'habitation, genre, certaines fois, c'était genre tous les 3 jours. Et Mmh. là, ouh, ça devient fatigant, tu vois. Donc, Bien ouais, sûr. ok, d'accord. Bien, 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 bien intéressant cette approche. Donc, voilà, d'être Mmh. détaché de l'attachement, en fait. Et s'autoriser pour toi, bah, en fait, à être libre de ce que l'ego aurait pu créer par rapport à ça. Très intéressant. Exactement. Et c'est Exactement. euh, et c'est aussi, tu vois, une très bonne question, tu vois, parce que il y a pas mal de choses, tu vois. Moi, enfin, moi, j'ai été pendant longtemps un fervent défenseur du minimalisme, etc. Mais en fait, tu te rends compte que la vraie question, en fait, et moi, tu vois, c'est là où j'en viens, c'est ok, très bien. Dans quelle mesure est-ce que être ce fervent défenseur du minimalisme, etc., est en soi une expression d'un certain trauma qui est caché, tu vois. Qu'est-ce qui fait que, ok, ça c'est comme ça que je suis amené à vivre ou pas? Et en fait, c'est au-delà de se dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que ça, ensuite, franchement, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ici. Est-ce que ici, maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est une expression qui est en train de. Une expression, je dirais, d'un trauma ou de quelque chose, tu vois, qui m'est arrivé dans le passé, qui a fait que je pense que ça, c'est la meilleure façon de faire. Tu vois, parce que tu pourrais Mmh. très, très bien dire, ok, il part comme ça, qu'est-ce qu'il a à gérer avec son passé, tu vois, qui fait qu'il n'est pas ok d'être ancré ici et maintenant, tu vois. Et jusqu'au moment où j'ai réussi, en fait, à voyager pour le plaisir et pas parce que, tu sais, parce qu'il y a et les gens qui font ça parce qu'ils fuient quelque chose, tu vois. Moi, ce que je fuyais à l'époque, c'était la grisaille londonienne, tu vois. Et j'avais trouvé Je en peux te Bali. comprendre. En tant que sudiste, je peux te comprendre. Non, mais la blague, c'est que je suis revenu aux Pays-Bas, et les Pays-Bas, c'est sur la même latitude que Londres, mais ça, c'est un autre débat, tu vois. Et, et tu vois, c'est d'aller chercher. Et tu sais, c'est un peu ces deux aspects-là. C'est d'un côté, tu vois, tu te poses ces questions-là, mais d'un autre côté, quand tu crois profondément que le chemin que tu suis, c'est le bon, et que tu vois une confiance dans la vie, tu dis, ok, je l'ai quand même fait, tu vois. Et ça m'a apporté des choses qui sont extraordinaires, tu vois. J'aime beaucoup et dans ce que tu dis, j'entends aussi, une forte partie de, recherche de soi et en fait, je pense qu'il y a comme tu l'as dit, il y a pas de bon ou de mauvais mode de vie. Il y a pas un mode de vie dans lequel, heu, tu vas périr et un mode de vie dans lequel tu vas vivre jusqu'à, 200 ans. Je pense que réellement, il y a une Ah, il y en recherche a à quand faire. même, hein. Il y en a quand même, hein, des modes de vie. La durée de vie, elle est Alors un peu limitée, tu vois. attention, je parle pas de la santé. Le f pour moi, là, je suis en train de comparer 2 modes de vie où, du coup, par rapport à ta santé, sport, bouffe, tu fais attention à tout et tu Quand sain. même. Je C'est pas parle genre de, tu sautes d'un avion minimaliste ou sans pas. parachute, tout ça, quoi. Non, bien sûr. Parce Excuse-moi, que je parlais de minimaliste ou, d'avoir beaucoup d'affaires et d'être chez toi et tout. J'avoue, j'aurais dû préciser. Non, non, entre minimaliste et entre, bah, les personnes qui vont pas réfléchir sur cette notion de: «J'ai beaucoup de voilà, un peu écureuil et je garde beaucoup de choses». Pour moi, il y a pas de bon ou de mauvais là-dedans. Mhm. Il y a une vraie notion de recherche, en fait. Ce qui est mauvais, c'est de rester dans l'un ou de rester dans l'autre pour moi, sans te Mhm. questionner. C'est tu restes dans la notion de, l'écureuil qui garde tout, qui est chez lui tout le temps et qui veut s'assurer de toujours bien, être sûr qu'il a un endroit où il peut garder toutes ses affaires et où il y a cette notion de trop. Si tu ne te questionnes jamais sur ça, ça sera pas positif au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu vas commencer à t'enfermer. Comme tu l'as Ouais. dit, après, il y a aussi une notion d'ego qui va venir toquer à la porte. Et pareil dans le minimalisme, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent: «Ah, le minimalisme, c'est beaucoup mieux, tu beaucoup plus détaché» et cetera. Pas forcément. Parce que du coup, tu vas être attaché à ce minimalisme-là et tu vas le faire à l'opposé et tu vas te forcer, en fait. Et ça sera plus une raison et c'est ce que tu as dit, en fait. Ça sera plus Ça. une raison de: «Je le fais pour moi, pour me faire du bien», parce que, bien évidemment, il y a du positif là-dedans. Il y a un espèce de nettoyage possible quand on passe, Ouais. du mode de vie qu'on connaît aujourd'hui à un mode de vie Mhm. minimaliste, pardon. Mais il y a potentiellement aussi un attachement à ce minimalisme-là et qui, là, encore une fois, n'est pas bon. C'est pour ça que j'adore et que je le répète à chaque fois, à chacun de mes coachings, à chacune de mes conférences, à chaque fois que je parle, même dans le club, chercher l'équilibre
Ne cherchez jamais l'outrance dans quoi que ce soit. Cherchez l'équilibre. Si tu veux tester le minimalisme, teste-le, mais teste-le. Ne va pas à l'outrance du minimalisme. Ouais. Teste ce qui te fait plaisir. Comprends. Questionne-toi. Aie conscience de ce qui se passe dans toi à partir du moment où tu testes telle ou telle chose. Mhm. Mais ne va pas dans l'outrance. L'outrance, c'est ce qui fait. Et d'ailleurs, c'est souvent ton ego qui parle dans l'outrance. C'est souvent ton ego qui te dit moi, je fais mieux que tous les autres qui font le minimalisme. Parce que moi, je le fais plus longtemps. Je le fais davantage. Je le fais partout. Et ton ego, il va chercher la compétition. Mais parfois, la compétition de l'ego, elle n'est pas forcément positive pour toi dans le long terme. Si tu ne te questionnes pas, si tu laisses ton ego faire prendre les décisions et prendre les choix à chaque fois, ça ne sera pas Mhm. positif pour toi. Bah, et souvent, on s'en rend pas compte parce que c'est des systèmes automatiques dans lesquels on est. Et Exactement. jusqu'au moment où la personne est prête à mettre de la conscience sur ce qui se passe. Et tu vois, là, ce que tu expliques, là, je pense que c'est le problème avec tous les dogmes. Parce qu'en gros, c'est Oui. le dogme du minimalisme, c'est le dogme de ceci, de cela. Et bon, pour moi, c'est ça qui nique une bonne partie du monde en général, c'est que les personnes vont être attachées à leur truc, donc c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et c'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle, voilà, il y a des... Tu vois, moi, il y a des trucs qui me font halluciner, tu vois, c'est des personnes dans leur famille qui se prennent la tête. Tu dis, ah oui, mais lui, il a fait ci, il a fait ça, nanani, nanana, Mm. et il y a aucune possibilité... Enfin, et il n'y a pas de ouverture au dialogue, et moi, je suis là où ils se prennent la tête, mais tu vois, pour des conneries, tu vois. C'est un truc, moi, qui me fait halluciner, quoi. Parce Et qu'ils veulent tous les deux avoir raison, quoi. Et si tu m'écoutes et que tu prends la tête avec des gens dans ta famille, sérieusement, questionne-toi, tu vois. Questionne-toi de... Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, tu vois? Comment mm, ça se fait? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas les recontacter pour faire en sorte que ça aille mieux, quoi? Et... j'ai eu un énorme shift, moi, dans mon mindset, à partir du moment où j'ai compris que de me sentir bien et d'être bien avec moi-même, c'était beaucoup plus important que d'avoir raison. En fait, je Mhm, mettais moi, la personne que je suis réellement, mhm, au-dessus de mon ego, qui a toujours envie d'avoir raison. mhm. Et là, dans les relations que tu vas avoir autour de toi, ça shift tout de suite. Lâcher cette notion d'avoir raison, ça permet d'assainir énormément de choses, des relations avec les autres, des relations avec toi-même aussi, parce que tu lâches en fait cette pression sociale qui est que si tu as raison, tu es plus intelligent, tu es plus fort. C'est complètement faux. D'avoir tort, ce n'est pas synonyme d'être stupide, même si on vous le fait croire parfois. Et à partir du moment où moi j'ai compris ce truc-là, déjà tu mets un peu moins d'importance à ton ego dans ta vie, Mhm. parce que du coup, tu lui dis un peu tais-toi, mets-toi de côté, cette fois-ci c'est lui qui a potentiellement raison, j'en sais rien. Et il y a beaucoup de fois aussi où je me dis, on essaye de se dire qu'on a raison ou qu'on a tort, mais en fait on se base sur une discussion qui est autour de croyances. Donc potentiellement, toi tu crois ça et tu as raison parce que tu crois ça, et moi je crois quelque chose de complètement différent, et en même temps j'ai raison parce que dans mes croyances, j'y crois dur comme fer à ça. Mhm. Donc en fait, le fait d'avoir raison ou tort, quand on parle de croyances pures, en fait, il n'y a pas de vrai ou de faux. Puisque ton cerveau, il a plein de réalités possibles. C'est ton choix, cette réalité-là. Donc Ouais. des fois, je lâche prise. Je me dis, dans ma réalité, j'ai raison. Mais dans sa réalité, j'ai tort. Et c'est comme ça. Ouais. Et ça me permet de faire le lien avec les systèmes de croyances, qui est quelque chose qui est super important. Et je pense que beaucoup de coachs de vie n'en parlent pas. Et c'est pour ça que moi, vraiment, la notion de mindset me parle, parce que pour moi, c'est la base de conscience, ces croyances-là. Parce que quand tu parles avec des personnes en face de toi et que tu n'as pas conscience que parfois tu parles réellement, et c'est pas des faits en fait, les bases, c'est vraiment des croyances, il n'y a aucun fait. Tu parles pas de stats, tu parles pas, t'as aucun fait dans la discussion. Donc elle n'est absolument pas neutre, elle est complètement subjective, de croyances. En fait, tes relations, elles sont bouffées par ça. Et donc tu peux pas avoir une relation saine avec quelqu'un si tu n'as pas cette conscience-là. Pour moi, c'est un fait. Ouais, et ça, c'est partout, tu vois. C'est partout. Dans Ouais. tout ce qu'on a. Et, tu vois, là, ce matin, là, avant d'être ensemble pour ce podcast, je faisais ma méditation, mon yoga, etc. Mhm. Et une chose qui m'est venue, c'est, en fait, les gens vont nous juger, tu vois, ou avoir une opinion de nous. Mais juste, c'est à un petit moment dans le temps, tu sais, ça, comme, tu sais, tu vois, la tête d'une épingle, comment t'appelles ça, D'une d'une aiguille. aiguille.
d'une aiguille. Ouais, C'est juste, tac, un tout petit truc. Et- alors qu'on est, tu vois, une continuité sur le temps, tu vois, qui est beaucoup plus longue que ça. mais Et bien sûr. souvent, en fait, on est vénère parce qu'il nous dit, ah, t'es ci, t'es ça, mais toi, tu sais que t'es pas comme ci ni comme ça. En fait, la personne va te voir à l'instant, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête, tu sais pas ce qui se passe dans sa vie, euh, tu sais pas ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu. Et en fait, à Mm. partir du moment où tu commences à comprendre ce que les gens ont vécu, alors ça excuse pas ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas, tu vois, c'est pas là où j'en viens. Mais au moins, déjà, la compréhension, tu t'amènes à la compassion de ce qui se passe chez la personne et de comment elle a été Mm. façonnée, je dirais, dans son enfance, tu vois. Et ce qui s'est Totalement. passé. Et ouais, ils ont peut-être. Ok, ils ont fait de la merde, etc. Dans les faits, c'est pas cool. Mais quand tu commences à le comprendre, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu conserves, euh, disons, d'être aigri auprès de quelqu'un, d'être énervé auprès de quelqu'un, et que tu fais certaines choses, tu vois, qui sont pas cool, ou même pas forcément de les faire, il y a deux choses qui se passent. La première chose, tu t'attends. En fait, c'est toi qui bois du poison et tu t'attends à ce que ce soit l'autre qui meurt. Donc déjà c'est la première chose. Et la deuxième chose, tant que tu conserves euh, ce ressenti, resentment en anglais, Ressenti, sensation. ce ressenti, enfin, en anglais, le mot Ouais, il est resentment, plus précis. c'est plus, tu sais, j'ai vraiment une dent contre quelqu'un, tu vois. Lui m'a saoulé vraiment, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand tant que tu conserves ça, c'est toi qui l'as. C'est comme si, tu vois, tu t'imagines dans ta main, t'as un, comment dirais-je, t'as un charbon ardent, un charbon Mm. brûlant, tu le tiens et tu dis putain, t'as fait mal. Alors qu'en fait, tu fais juste de le laisser partir Totalement. et t'es ok, tu vois. Et en fait, et c'est ce que tu disais. Dans la vie, t'as deux options. Soit tu choisis d'avoir raison, soit tu choisis d'être heureux, tu vois. Ouais, d'avoir la paix, surtout. La Oui, paix et d'avoir la intérieure, peur. parce que C'est ça. exactement ce que tu viens de dire, la notion de si tu veux toujours avoir raison, même si à la fin, tu as réussi à tourner le truc, à lui faire comprendre que tu avais raison, au Ouais, fond de toi, dans ta tête, tu auras toujours une partie qui dira attends, mais c'est fou, il pensait vraiment que c'était comme ça. C'est dingue quand même qu'il pense que c'était comme ça. Et en fait, ça va rester dans ta tête. Alors ouais, qu'aussi, dans la notion de paix, moi, j'entends le lâcher prise aussi. ouais. Ça rebondit, enfin, je suis obligée de rebondir sur le détachement. Parce que se détacher de je dois toujours avoir raison, le temps gagné dans ma vie depuis que j'ai fait ce shift, mais c'est énorme. Le temps des conversations qui avant étaient interminables parce qu'on cherchait des faits qui étaient parfois même plus basés sur quelque chose, parce que c'était purement de l'ego qui voulait trouver une raison de. Le temps que j'ai gagné sur ces conversations qui sont Ouais. interminables et qui m'apportaient rien, bien au contraire, qui me prenaient de l'énergie, du temps, de la réflexion, pendant la conversation, après la conversation, ah bah, en fait, il y a une notion de paix intérieure, en fait, de sérénité. Je parle beaucoup de sérénité intérieure. Heu et je pense que réellement, ce shift-là, il t'amène énormément de sérénité intérieure parce que le regard de l'autre qui, du coup, te dit que tu tort, parce que, du coup, tu lâches prise, tu dis: «Non, en fait, tu sûrement raison, j'ai sûrement tort». Ça donne une information à ton cerveau que finalement, le fait qu'il pense que tu tort ou qu'il pense que tu raison, il est au même niveau. Il t'apporte autant. Hmm. Le fait que tu raison apporte pas davantage. C'est tout autant. Je reconnais que la phrase que j'ai peut-être pu dire était pas la bonne. Je reconnais que la première idée qui m'est venue n'était peut-être pas la bonne et c'est pas grave. Et du coup, ça diminue énormément l'impact du regard des autres sur toi. Parce qu'en fait, cet impact-là, il est sur une croyance et la croyance, elle est basée sur rien parfois, sur aucun Mhm. fait, sur aucune preuve légitime. Donc ça diminue la puissance du Ouais, regard des autres sur toi. À chaque clairement. fois que tu dis: «J'ai tort». Donc je le prends pas de manière négative par rapport à l'ego, je le prends de manière positive par rapport au fait que j'alimente mon inconscient, que le regard des autres, il est pas important et que c'est plutôt Mhm. ma sérénité intérieure qui a beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'importance. Absolument. Extraordinaire. Et Ça a du coup, été, pour ouais, en venir, puissant. ouais, c'est très très puissant, tu vois, quand tu Puissant, prends ça en ouais. considération, ça change la donne vraiment, tu vois. Parce que t'as ça, mais t'as aussi les personnes que tu vas engrainer dans les histoires que tu vas leur raconter, qui va te faire Ouais, entrer dans des vibrations assez basses. Si exactement. ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous conseille le livre de Hawkins qui s'appelle Power versus Force.
qui est Ah vraiment ouais. extraordinaire. C'est David Hawkins, ça, je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est David, mais c'est Hawkins, ouais. C'est Hawkins, Hawkins. Et vraiment très très intéressant de comprendre, tu vois, les différents niveaux de comment dirais-je, de conscience, des énergies, etc., des émotions, vraiment extraordinaire. Mhm. Il a créé, si tu veux, une carte, il a cartographié la conscience, c'est vraiment génial. Ouais, il est très puissant ce livre, je le recommande aussi. Je vais retrouver son nom, je vais faire une petite recherche. Et pour toi, maintenant, pour revenir à ça, donc ce qu'on vient de voir, parlons de rivalité féminine. Avec plaisir. C'est mon thème de... c'est mon thème de prédilection en ce moment, j'adore en parler. Explique-nous qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Arrêtez ce raffut. C'est quoi tout ça? Arrêtez ce raffut. Eh ben, ce phénomène, Gaël, c'est la capacité qu'ont certaines femmes, parce qu'on parle bien de rivalité féminine, je parle pas de rivalité en général, là vraiment je parle de la rivalité féminine, c'est la capacité qu'ont certaines femmes à se mettre dans une position de compétition face à d'autres femmes, et je rajouterais du coup, sans raison particulière. Ok. Et en fait, Et c'est c'est que là le la femme entre différence. femmes, ça fait pas femme entre hommes, tu vois. Non, rivalité féminine, c'est que femmes entre femmes. Dans ma définition, en tout cas, celle que moi je porte En au même temps, ça quotidien. s'appelle rivalité féminine pour une raison. Ouais, Mais est-ce que tu vois femmes que ce entre femmes. phénomène se passe aussi entre les femmes et les hommes, tu vois? Non, Ok. non, 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 et bien au contraire, je sais que. Alors, on demande des témoignages, donc pareil, n'hésitez pas si vous voulez partager un témoignage avec le Club Together d'une rivalité féminine que vous avez vécue. Mais très souvent, quand on demande des témoignages, donc on a femmes entre femmes, et on a aussi une petite phrase qui est dans les témoignages qui dit la rivalité féminine, en fait, on se rend compte que la rivalité avec les hommes, c'est même pas une rivalité, bien au contraire, on est aidé par les hommes. C'est-à-dire que les hommes vont nous pousser davantage qu'une autre femme. Moi, au début, Ok. je me disais, c'est dingue. C'est-à-dire que dans ton propre genre où tu es censé être ensemble dans une minorité où je sais que moi, je trouve ça toujours un peu drôle de dire minorité quand on parle de femmes, parce qu'on est quand même 51% de la population, mais bon, bref. Ça reste une minorité à certains endroits, parce que on voit bien que dans les dirigeants d'entreprise, ou voilà, à certains endroits, on reste une minorité. Mais voilà, je trouve ça toujours un peu drôle de dire minorité, alors qu'en vrai, en nombre, on est Ouais. beaucoup. Après, ça dépend où tu regardes, tu vois. Exactement, ça dépend du Tu prisme vois, que tu prends. genre exemple, tu regardes dans les hôpitaux, Ah oui, c'est c'est pas pas des, des minorités. c'est Ah bah oui, généralement des infirmières, tu vois. exactement, ça dépend du milieu dont tu parles, exactement. Ou tu regardes, tu vois, si on parlait de Bali, si tu Ouais. reprends tous les salons de massage, de bien-être, etc., Ah bah oui, c'est que féminin. c'est rare de se faire masser par ou qu'il y ait quelqu'un qui vient de te faire un soin du visage, etc., tu vois. Ouais, tout à fait. Man, et imagine-toi, t'es une nana, et tu te fais épiler par un mec, je sais pas si... Je sais pas, je pense qu'il y en a de plus en plus en vrai. Je pense J'en qu'il y ai en a de aucune plus en idée, plus. j'en ai aucune idée, tu vois. Mais faut être à l'aise quand même, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair parce que c'est pas dans la culture aujourd'hui. Ouais. Tu vois, dans tes croyances, on t'a inculqué avec plein de répétitions que ça devait être une meuf puisque ça a toujours été une meuf, tu vois? Ouais, Donc non, mais comme puis on en t'a plus, répété que c'était toujours des femmes, dans et ton t'as le... inconscient, oh ça c'est une résistance au changement. Dans ton inconscient, Et, quoi qu'il arrive, il va résister parce qu'il va se dire: «Ouh, c'est pas comme avant». ouais, et t'as comment ça s'appelle aussi, t'as tout ce qui est la pudeur, etc., tu vois, tout ça, Oui, c'est des questions, tu vois, c'est... Genre, quand on allait au sport à l'école, bah, t'as des vestiaires avec des hommes, des vestiaires de femmes. homme-femme, Et, exactement. et je vais dire, aux Pays-Bas, ils ont des toilettes mixtes dans certains endroits, mais c'est un truc. Mais moi, tu vois, quand j'y suis allé, mais c'est assez bizarre, tu vois. Mmh. Déjà, tu rentres, tu sais pas si tu dois rentrer. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Les autres personnes avec qui j'étais, c'est la même chose, tu vois. Tu vois Bien des hommes, sûr, tu vois des nanas, tu dis, mais comment ça se passe, tu vois. bien sûr. Et c'est Parce assez... parce que tu as répété le fait d'avoir des toilettes séparées et donc le changement est difficile. Ça a été le cas aussi, quand, en Afrique, il y a eu ils ont mixé les noirs et les blancs ensemble. Il y a eu la même chose, il y a eu cette résistance au changement de se dire: «Ouh là, en fait, comment ça se fait que maintenant, on est ensemble?» En fait, c'est la résistance à un changement et ça, c'est humain à proprement parler de manière innée. Tu vas résister à un changement à la hauteur
de à quel point il a été répété dans ta tête. Il a été répété devant tes yeux et dans ta tête. Plus tu vas répéter quelque chose, plus tu auras des difficultés à le changer. C'est aussi pour ça que dans les habitudes, tu dois le répéter. L'habitude, tu l'as pas tout de suite comme ça en 2 secondes. Donc pour résister au changement, tu dois continuer de le répéter. Et ben ça fonctionne dans les deux sens. Pour l'enlever, mais pour la mettre aussi. Voilà. Je sais plus pourquoi je dis ça, mais en tout cas pour revenir à la rivalité féminine, euh, on en parlait la dernière fois et je pense qu'il y a une notion que je répète très souvent, c'est que c'est pas inné. On n'est pas rival de manière innée. On n'est pas né pour faire des crasses à notre meilleur ami ou pour détester notre belle-mère. C'est pas inné, c'est pas dans nos gènes. Bien au contraire d'ailleurs, parce que Bah, génétiquement, ouais. c'est sur ça que justement, tu vois, enfin, je voulais voir avec toi, tu vois, ça, quand tu Ouais. vois justement. Alors, il y a deux choses. Il y a déjà un. Ouais. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle le docteur Jordan Peterson? Ça te parle, ça? Non. Je t'invite à regarder ce qu'il fait. C'est Ouais. un clinicien, un, un psychologue clinicien Ok. qui se base sur énormément de chiffres, de stats, de data, dadadi. Donc c'est très intéressant. Il Passionnant apporte. ça. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant son point de vue. Et lui, il expliquait, tu vois, que la rivalité, en fait, les hommes, dans la globalité, tu vois, je parle pas des cas autres, je parle, tu vois, vraiment Oui. du 20-80, ils sont. euh, leur moyen, tu vois, d'expression, ça va être le physique. Donc, en gros, s'il y a un truc à régler, dans la nature, dans les nanana, ils vont se taper dessus, mais après c'est ok, tu vois. Alors que les femmes, c'est plus psychologique, tu vois. Mhm. C'est plus, tu vois, une guerre émotionnelle, une guerre psychologique, tu vois. Et déjà, je pense que le terreau sur lequel, tu vois, c'est bâti est déjà très, très, très différent. Ouais. Donc ça, tu vois, c'est une première chose. Vas-y, je te laisse, vas-y. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a un terreau qui peut être différent parce que bah, il y a une différence de base génétique. Il y a une différence entre les femmes et les hommes. Nous, les femmes, on est cycliques. Vous êtes sur un cycle de 24 heures. Nous, on est sur un cycle de 28 jours, voire selon les femmes, qui est même modifié selon les femmes, qui peut être plus ou moins long. Il y a la notion aussi de sensation et, et de lien avec la douleur sur un corps de femme versus sur un corps d'homme. Il y a Mhm. l'accouchement, il y a les règles qui peuvent être plus ou moins douloureuses aussi. Bref, on n'est pas fait de la même manière, on n'est pas créé de la même manière et on ne répond pas à des problématiques de la même manière. Ça, c'est certain. Et enfin, ça a été prouvé par maintes stats, recherches, études, Mhm. docteurs, etc. Ça, c'est certain. Par contre, entre femmes et entre hommes, la notion de rivalité, elle n'est pas forcément différente. Pourquoi? Parce que quand on parle de rivalité, le problème, il peut être complètement différent de tout le monde. Parce qu'en fait, la rivalité, quand tu parles de rivalité, quand tu parles de compétition, potentiellement, ça se passe pas dans tes gènes, en fait, la réponse que tu vas avoir. C'est-à-dire que là, quand tu dis que les hommes, ça va être par la force, c'est aussi parce que depuis que tu es tout petit, toi, Gaël, on t'a dit, bah, va régler le truc avec ton copain. Et moi, Margot et Ilona, on m'a dit, écoute, elle est jalouse, laisse-la de ton côté. Depuis toute Donc petite. plus, allez l'ignorer, quoi. Exactement. Et donc, ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire que toi, Gaël, ton émotion de colère, d'énervement, ton émotion de frustration, tu as pu l'extérioriser avec ton corps. Pas de la bonne manière, selon moi, puisque du coup, on va souvent pousser à bagarrer ou ce genre de trucs qui sont pas forcément pour moi les bonnes raisons, enfin les bonnes manières d'extérioriser une émotion. Mais en tout cas, tu l'as extériorisé. Moi, Margot et Ilona, on m'a dit d'ignorer une amie, on m'a dit qu'elle était jalouse, et on m'a dit tais-toi, laisse faire, sois sage. Donc j'ai gardé mon émotion à l'intérieur de moi, puisque j'ai pas pu aller la voir, j'ai pas pu extérioriser ça. J'ai perdu des amis, pour rien, pour une histoire complètement bête certainement. Alors même que si peut-être j'étais allée la voir, que si peut-être je lui avais dit viens on en discute ou on danse ensemble et on passe à autre chose, bah, peut-être que la situation aurait été différente. Donc oui, il y a une différence entre qui on est, mais elle a été renforcée énormément par l'éducation et par ce qu'on nous a dit depuis tout petit, par tes parents, par tes générations passées aussi, parce qu'il y a plein de choses qui se passent aussi à travers ces générations-là, par
les divertissements, les choses que tu es allé voir et que tu as reçues par les publicités, par les émissions de télé. Toutes les manières de pouvoir discuter avec nous sont genrées. Pourquoi? Moi, je viens du monde du marketing, parce que quand tu réfléchis à ta cible, quand tu réfléchis comment tu parles à la personne en face de toi, tu accentues son problème. Tu lui montres à quel point son problème est fort. Et donc, évidemment, il y a déjà une différence, comme tu l'as dit, où les femmes, nous, on va plutôt parler, on va plutôt prendre le temps. D'ailleurs, il y a aussi un moment où on va avoir besoin de se poser avant de répondre, où là, les hommes, vous répondez très, très rapidement aussi à une problématique, où la femme a besoin de son temps d'attente, normalement, de réflexion, de conscientisation aussi du problème, là où vous, les hommes, ça va être beaucoup plus rapide. Vous allez rapidement répondre, rapidement donner le premier coup, ce genre de truc, tu vois. Ça, c'est des faits qui nous différencient. Ça, tu vois, je vois ce que. Enfin, moi, tu vois, c'est ça. Et souvent, ce qui se passe. Enfin, en tout cas, je pense que c'est la- Pour moi, en tout cas, tu vois, c'est genre apporter une solution, Mm. fait en sorte que c'est comme si c'était, tu vois, une façon d'aller venir apaiser une certaine émotion, tu vois. Et je pense que, en fait, c'est quand on apprend à être OK et à vivre avec nos émotions, tu vois, au quotidien, que ce soit haut, bas, enfin, des émotions qu'on aime bien, des émotions qu'on n'aime pas. Et en fait, c'est Ouais. juste accorder un temps, tu vois, de réflexion, de se dire, est-ce que ce que je fais ici et maintenant, c'est un comportement, tu vois, qui est en anglais, qui est driven, tu vois, qui est automatique, Mhm. ou est-ce que, et donc qui va venir répondre à une sorte de douleur, de trauma, etc., qu'on a eu dans notre passé, de dire, ah putain, il faut absolument que je fasse ça, sinon, bah, très concrètement, il se passe quoi? Pour un gosse, il a peur de perdre l'amour de ses parents, tu vois. Mhm. Ou est-ce qu'on se dit, non, ok, ouais, c'est cool, je prends une respiration, tac, je fais le distinguo, et là, je me ressens sur moi et sur qui je suis. Et Ouais. ouais, ça, c'est quelque chose, bah, c'est pas inné, tu vois. Moi, on me l'a pas appris, c'est quelque chose que je développe au fur et à mesure du temps, avec Exactement. bah, Et voilà, les différentes pratiques que je peux faire. il y a un point que je mets beaucoup en avant, c'est, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est le cercle qui dit que t'es, dans, dans une circonstance qui peut être totalement neutre, tu vas avoir des croyances qui vont impacter tes pensées, qui vont impacter tes actions. Et donc dans ce Oui. que tu dis là, dans pensée, j'entends, c'est pas pensée d'ailleurs, c'est émotion. C'est croyances et pensées qui impactent tes émotions, qui impactent tes actions, pardon. Et justement, dans cette notion d'émotion, si tu les, si tu les frustres justement, tes émotions, si tu n'en parles pas, si tu les mets pas en avant, évidemment que ton action derrière qui va en découler, elle va pas être fluide, elle va pas être, ça va pas être une action qui est sensée, ça va pas être une action qui parfois est consciente, parce que Ouais. du coup, comme tu dis, elle est drivée, elle est automatiquement poussée par l'émotion, elle n'a pas été réfléchie, elle n'a pas été posée calmement, et donc elle va pas te servir. Et très souvent, quand il y a une des grandes parties de mon programme qui est la conscience de soi. Quand tu arrives à avoir cette conscience de soi, c'est un travail au quotidien, moi, encore aujourd'hui, j'ai des moments où a posteriori, je me rends compte que l'action que j'ai faite, elle était drivée par de la frustration, elle était drivée par une Mhm. émotion qui était peut-être négative, à, à- à laquelle j'avais pas conscience à cet instant T. Et c'est pas grave de pas toujours avoir conscience. Ce qui est important de faire, c'est de continuer de se questionner. Si a posteriori tu t'es rendu compte de ça, bah va sur le chemin, questionne-toi. Qu'est-ce qui fait que cette frustration-là, elle était trop importante pour ta conscience de toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait Mhm. que tu pas encore à ce niveau-là? Et en fait, moi, je le prends vraiment comme un jeu, la conscience de soi. C'est cette notion de, à chaque fois que j'ai un exemple, une preuve que c'est pas encore ça, eh ben, qu'est-ce qui fait que cette émotion-là, elle est trop forte? Qu'est-ce qui fait que Mhm. peut-être cette circonstance-là, elle est trop forte? Mhm. Potentiellement, un décès. Un décès, c'est encore trop fort pour moi. Et du coup, maintenant, j'en ai conscience. Quand il y a un décès, je sais que mes émotions vont prendre beaucoup le dessus. Parfait. Plus j'en ai conscience, plus j'alimente mon inconscient, qui va donner les 95%, puisque du coup, je ne sais pas si c'est une information que les gens connaissent, mais 95% de tes choix, 95% de ce que tu fais tout le temps, c'est inconscient. Je prends toujours l'exemple de quand tu conduis. Quand tu conduis, tu fais pas 100% des choses de manière consciente. Et heureusement, pareil, le fait qu'on respire, on parle en même temps là. J'ai- Je parle en conscience avec toi.
Et encore, je vais pas chercher tous mes mots, puisque c'est ma langue maternelle, donc je parle de manière très inconsciente aussi, parce qu'il y a beaucoup de mots que je sors très rapidement grâce à mon inconscient. Et du coup, il y a 95% des choses qu'on fait de manière inconsciente. Et ça, pareil dans tes actions au quotidien. Et pareil dans tes actions quand tu es en conflit. Pareil dans tes actions quand tu te sens pas bien pour aller parler avec ton boss. Plus tu vas conscientiser les choses, plus tu vas te rendre compte que ton inconscient fait des choses sans que tu en aies conscience, plus tu vas utiliser ces 95%-là. Parce que tu vas devenir le capitaine de ton bateau. Tu vas devenir le capitaine au lieu d'avoir un bateau qui vogue et qui ne sait pas trop où aller. Et j'en reviens aux émotions. Plus tu vas être le capitaine, plus tes émotions, elles vont aller chercher dans ton inconscient une preuve que c'est la bonne manière de faire. Donc, donner des informations à son inconscient, alimenter son inconscient, ça veut dire travailler sur la conscience de soi techniquement, plus ton inconscient il sera de ton côté en fait. Et c'est ce que tu dis, le travail que tu fais au quotidien, la réflexion que tu fais au quotidien, la méditation que tu fais le matin, toutes ces preuves-là que tu vas apporter, elles te seront bénéfiques dans tes conflits. Et quand on parle de conflit, moi si je remets le thème de la rivalité féminine là dans le conflit, quand tu as ces conflits-là, d'avoir conscience de certaines choses qui te sont inculquées, c'est vraiment des injonctions en fait, c'est des normes qu'on a souhaité mettre en place parce qu'on est dans un monde patriarcal aussi, parce qu'au début, c'est comme ça, c'était les hommes qui étaient au pouvoir, parce que, la femme, elle avait une case spécifique, de reproduction d'ailleurs au début. C'était d'abord la reproduction et après c'était les grands-mères qui faisaient l'éducation. Après, il y a eu, la reproduction et le fait que ce soit des femmes au foyer et qu'ensuite elle ait du coup, l'éducation et le fait d'être là pour grandir. Parce que c'était en lien avec qui on était de base. De base, on est, des êtres reproducteurs et c'est nous, les femmes, qui sommes censées être fertiles et cetera. Et aujourd'hui, on est dans une civilisation qui n'a rien à voir et qui ne doit pas avoir les mêmes normes et les mêmes injonctions. C'est hyper important d'avoir cette conscience-là. Et plus on aura conscience de l'évolution de la civilisation qui fait que non, nous ne sommes plus que des femmes qui doivent être fertiles et avoir le bassin de la bonne taille, etc., on a la possibilité de faire plein d'autres choses. Et heureusement. Et on a la possibilité de vivre jusqu'à 100 ans. C'était impossible avant de vivre jusqu'à 100 ans. Donc heureusement, on est dans un progrès, on est dans une évolution. Et c'est beau. Et donc, la rivalité féminine doit aussi évoluer et grandir avec cette nouvelle civilisation, avec l'évolution de la civilisation. Et ça veut dire prendre conscience que cette rivalité-là, elle a été inculquée il y a très longtemps par des normes d'il y a très longtemps qui aujourd'hui sont plus d'actualité. Ouais, parce que tu vois, pour en revenir sur la rivalité, c'était. Si tu reprends, tu vois, à la source, et il y a pas mal de choses, tu vois, qui sont. Par rapport à ça, qui sont à prendre en considération, tu vois, c'est ce besoin de rivalité. Tu vois, au-delà. Ok, masculin et féminin, le mec, il est parti pour une autre femme, la femme, elle est partie pour un autre homme, patati patata. Tu vois, la question, c'est. Enfin, moi, c'est quelque chose, tu vois, où quand je vois, tu vois, je vais te donner un exemple simple, tu vois. C'est qu'à la base, tu vois, les êtres humains, ils ont une fonction, c'est de continuer la survie de l'espèce, tu vois. Ouais. Et tout Et le de reste, c'est survivre. des autres. Et Et de de survivre, survivre tu vois. soi. Ouais, voilà. Genre, la base, elle est là. Tout en sachant que les êtres humains, à la base, ils pensent qu'à leur gueule, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, donc c'est là où il y a plusieurs choses. C'est quand tu vois l'évolution, surtout, enfin, même à Bali, tu vois, c'est le cas aussi. C'est quand je vois la relation parent-enfant, mais je me dis, c'est chaud. Les enfants, à l'heure actuelle, ils sont éduqués, pas par les parents, ils sont éduqués par les téléphones. Là, tu fais, what the fuck, man? Surtout quand tu sais qu'un enfant. En plus, les enfants, ils ont un cerveau extrêmement malléable quand ils sont jeunes. Et là, bim, tu vois, ils rentrent dans cette éducation de qui est téléphonique, tu vois. Bien sûr. Et pour moi, tu vois, au-delà de ça, c'est comment, en fait, c'est quelle est la présence, tu vois, des, des parents dans ces relations-là. Et moi, c'est quelque chose, tu vois. Je peux pas le juger parce que je suis pas dedans, donc ils ont certainement, encore une fois, des bonnes raisons de le faire, mais ça m'interroge, tu vois. C'est quelque chose qui m'interroge. Ou même, un truc encore plus simple. Tu vas à la gym, j'ai ma salle de sport qui est juste en bas de chez moi, mais les mecs, ils font leur set sur leur bande muscu, check leur téléphone, ils en refont 10, recheck leur téléphone. Je dis, mais ça, c'est incroyable en fait. Et ce qui se passe, c'est dès que tu rentres vraiment en contact avec la technologie, tu perds conscience de toi-même, tu vois.
Je sais pas si tu Mmh. as déjà utilisé, enfin, dès que tu perds conscience de ton corps, etc. Et je pense qu'il y a un gros besoin de retour à la nature, tu vois, pour se reconnecter à soi. Et pour en revenir, tu vois, donc à la nature de l'être humain, vas-y, tu voulais dire? Ouais, je voulais dire que là, tu vois, on parlait du détachement au début. Et j'en ai parlé, moi, dans ma vie rêvée, il y a vraiment ce détachement des réseaux, ce détachement du connecté. Parce que, en fait, depuis tout petit, on te, on te, on t'apprend que c'est le progrès. Et le progrès, il est intéressant, le progrès, il est inspirant, le progrès, il te donne envie. Et comme le progrès, moi, je suis la génération Z, je suis entre Y et Z, je suis tout début de la génération Z. Donc moi, je l'ai grandi avec ça. Et donc, dans ma tête, dans les croyances que j'ai eues, au moment où mon cerveau était complètement malléable, c'est le progrès, c'est la technologie. Et évidemment, donc dans mes croyances, le progrès, c'est cool, le progrès, c'est sympa, et le progrès, ça peut pas me faire de mal. Dans les premières croyances, c'était ça. Et donc, on en revient en fait au système de croyances. Si dans ton système de croyances et dans le système de croyances des Mhm. parents, il n'y a pas de mal dans ce progrès-là, il n'y a pas de mal dans cette nouvelle manière d'éducation, il n'y a pas de mal dans tout ça, comme la croyance, elle te donne pas d'informations négatives, bah du coup, tu vas continuer ces choses-là. Tu vois? Et donc en Mhm. fait, pour moi, c'est exactement ce que tu dis. Ils ont certainement une très bonne raison. Il y a certainement un point hyper positif, à leur apporter ça. Peut-être que, à l'école, ils ont pas, toute la possibilité d'avoir tout un programme et du coup, avec le téléphone, ils s'imaginent qu'ils vont avoir plus d'informations parce que c'est internet et qu'il y Mhm. a plein d'infos. Mais en fait, c'est la croyance qui se cache derrière ça et c'est là où avoir conscience que nos croyances, elles sont pas vraies, elles sont pas toutes vraies en tout cas et que c'est Mhm. nous qui, créons ces croyances-là finalement, de par, certaines circonstances qu'on a interprétées. Parce que c'est réellement ça les croyances, hein, c'est des circonstances neutres qu'on interprète, dans lesquelles on met un jugement et qui nous font créer une croyance, créer une pensée, créer quelque chose et qui derrière nous font passer à l'action. Et Et notamment agir en là fonction de la nature. exactement. Et notamment, avec les téléphones ou quoi que ce soit. Et moi, c'est un vrai détachement qui est nécessaire et tellement d'accord avec cette notion de nature, tellement d'accord avec cette notion de rapport, à son corps, connexion avec soi, connexion avec, qui l'on est. Et il y a, Les Anti-Âges du bonheur, j'ai plus le nom de l'auteur, mais qui dit à quel point c'est important la méditation et qui dit même qu'il y a très longtemps, le sport était pas aussi important qu'aujourd'hui. Il y a des salles de sport de partout, on te pousse à aller courir, à aller, te dépenser et cetera. Il y a des pubs et cetera pour ça d'ailleurs. Il y a plein de boîtes qui sont créées autour de ça et il dit dans son livre clairement que dans les prochaines années, c'est la méditation qui sera comme ça. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la technologie, l'évolution, le progrès, ça nous a empêchés de se connecter à la nature, de se connecter à soi, de se connecter à son cerveau, de lâcher aussi son cerveau. Parce que avec le téléphone, ton cerveau, il est toujours en train de réfléchir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a tellement d'informations à la seconde qui t'est proposée que ton cerveau, en back, en back office, si on peut dire, il est en train de re-regarder tout ce que tu as regardé, ce qu'il n'a pas vu. Mhm. Et donc, et moi je suis tellement d'accord avec ça, il y aura de plus en plus de facilitateurs de méditation. Et ça deviendra important pour la sécu, important pour le pays, important dans ton éducation, important à l'école, etc., etc., etc. Ça deviendra Ah, c'est, primordial. j'en suis bien d'accord avec ça. Et c'est quelque chose, tu vois. Et quand on voit ça, comme tu dis, tu vois, c'est des, voilà, pour eux, c'est des croyances pour c'est ok, sinon ils le feraient pas. Ah, bien sûr. Mais tu vois quand même, tu vois les enfants enfin, tu vois entre guillemets, les nouveaux diagnostics de maladies du type ADHD, donc de TDAH, non? C'est ça en français? TDAH, merci bien. Ouais, hein, Là, ouais. c'est Attention Deficit Disorder. Ouais. Ça, les TDAH, il y a pas mal, tu vois, tu sais, entre guillemets, de maladies qui n'existaient pas. Tu vois, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. En tout cas, je Et tu pense vois, qu'elles n'étaient pas aussi développées. Je pense qu'elles étaient là, mais ouais, pas aussi développées, et les technologies les développent davantage. ouais. De Et ce donc, que tu j'ai vois, tu compris, as de ces ce que j'ai lu. conséquences-là. Après, encore une fois, on revient sur le fait que je ne veux pas avoir raison, pas forcément. Donc, si vous avez des infos ou quoi, n'hésitez pas à nous écrire sur ça parce que j'ai pas Ouais. de stats là-dessus. Ouais. Mais c'est, tu vois, et c'est en fait, c'est enfin, ces évolutions-là. Donc, que se Mhm. passe-t-il, tu vois? Et, et tu vois, et pour en venir, tu sais, avec, voilà, à l'époque, tu vois, enfin, c'est pas à l'époque, mais tu sais, enfin, moi, j'ai grandi, mes parents sont divorcés, tu vois. Ouais.
Donc ça veut dire qu'en plus de ça, j'ai été élevé par 10 personnes différentes, tout en ayant mes deux parents, tu vois. Et pourquoi? Et ça, c'est une très bonne question, tu vois. C'est qu'est-ce qui a fait que, voilà, bah moi je suis un enfant, c'est la moitié de l'année, j'ai été élevé par des étrangers. Et qu'est-ce qui a amené à ça? C'est quand on dit, tu vois, bah, et on en avait parlé il y a quelques temps, tu sais, c'est la transition de la femme qui va travailler, tu vois, à fond, quoi. Et c'est ce qui se Mhm. fait avec ma mère, tu vois. Ma mère, elle est extraordinaire, tu vois, elle a fait, enfin, fantastique dans ce qu'elle fait, excellente vendeuse. Mhm. Et c'est en fait, c'est quelles vont être les conséquences. Et la question que je me pose derrière ça, c'est quel va être le bénéfice de faire croire aux populations que c'est important, que c'est pertinent. Tu vois, si tu crois dans, enfin, si tu C'est lis des croyances, toujours. les œuvres, tu vois, de propagande, enfin, il y a un livre qui s'appelle Propagande de Ed Bernays, qui est extraordinaire, tu vois. Il t'explique de quelle façon, en fait, les médias manipulent la conscience collective et les masses. Ah, oui. Alors Un après, des moi, je exemples, trouve que le mot et manipulation, de toute façon, il peut être utilisé tout le temps. À partir du moment où, en fait, tu inculques ouais, une croyance par une preuve, c'est de la manipulation, en fait. Mais en même temps, il faut bien qu'il y ait une croyance. Donc, de base, hum, c'est, tu vois, plus, plus tu auras conscience de toi, plus tu auras conscience de ton jugement par rapport aux croyances, par rapport aux circonstances, pardon, qui créent une croyance, bah, plus la manipulation, elle sera choisie, en fait. Et tu ouais, diras, ok, j'ai conscience de ça, je choisis ou non d'avoir des faits, et je choisis ou non d'être manipulé sur cette croyance-là. Tu vois? ah, c'est clair. Et, et c'est assez extraordinaire, tu vois. Et c'est en fait la question à se poser derrière ça, c'est pas de dire est-ce que les femmes doivent bosser ou pas, c'est pas Non. mon Et puis ça propos. va être différent par plein de gens, en fait. Cette idée-là, elle est pas décidée de la même manière par tout le monde. Et heureusement, C'est ça. moi j'aime cette idée. Et c'est de voir, tu vois, qui est-ce que ça va, à qui ça profite derrière, tu vois. Et c'est vraiment pour moi la question. Tu vois, un autre exemple. Moi, j'ai grandi dans un univers où il faut faire des études, tu vois. C'était l'objectif. Ouais. Et, et là, un petit peu plus tard, j'ai commencé à réfléchir et je me dis, mais à qui est-ce que ça bénéficie vraiment de faire des études? La question est vaste. Et, et en fait, ça, c'est quelque chose, tu vois, qui s'appelle des conséquences de deuxième ordre. Mm. La majorité des gens pensent aux conséquences de premier ordre. Premier ordre, c'est je fais des études d'ingénieur, je deviens ingénieur informaticien, j'ai une bonne vie, fantastique. Maintenant, quelles vont être les conséquences de deuxième ordre? Bah pour ces personnes-là, tu vois, la majorité des gens, ils vont faire un crédit. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu commences ta vie professionnelle avec déjà en Endetté. étant un esclave des banques. Et donc là, tu commences à réfléchir. Ah, ok. Donc, les études nécessaires, ok. Ça permet aux banques de gagner de l'oseille. Intéressant. Ça permet également aux grandes, comment dirais-je, multinationales, etc., de créer ce qui s'appelle des, des joueurs, c'est quoi? C'est des PNJ, des personnages non jouables dans les jeux vidéo, tu Mm. vois, où on leur dit en gros, c'est tu fais entre guillemets de la chair à canon pour les grandes boîtes, tu vois, qui sont structurées de telle et telle façon, et pour la majorité des gens, ils ont ça, tu vois, et en fait, ils sont dans Ok. ce système-là, tu vois. Et donc, c'est vraiment de te poser la question parce qu'il va y avoir des enjeux auxquels toi, tu penses pas forcément, parce que toi, tu vis dedans, donc tu dis, ok, mais dès que tu commences à questionner le système, quels sont les bénéfices cachés de tout ça, et que tu commences à regarder un peu comment fonctionne le système, bah, tu vois, c'est vraiment de commencer à se poser les questions, tu vois. Et aussi, bah, tu vois, c'est comme tout, ça a des avantages et des inconvénients. Dans ce que tu dis, moi, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est la notion d'opportunité. Mhm. De toute façon, par exemple, tu vois, je le prends pour moi, en tant que femme. De toute façon, je suis dans un système patriarcal qui, pendant des années, voire des générations, a été dirigé par des hommes. Évidemment que quand je regarde la rivalité féminine, etc., le plus grand problème qui est remonté, c'est que les femmes qui sont montées et qui ont réussi, c'est devenu un peu des hommes. Et parce que ça a été difficile pour elles le font difficile pour les autres femmes, pour les préparer, pour qu'elles soient prêtes quand elles soient en haut, et qu'ensuite en haut, elles soient comme les hommes, elles soient similaires aux personnes qui existent déjà. Moi, quand je pense à ça, j'entends opportunité. Et je me dis, c'est quoi les opportunités qui vont s'ouvrir du coup?
Parce qu'on a du coup des femmes qui sont en haut. Elles se sont modifiées, elles sont pas vraiment alignées avec qui elles sont. Il y a potentiellement beaucoup de maladies mentales, type burn-out, ou voilà, des moments où quand tu es trop longtemps désaligné, ça fonctionne pas. Mais en tout cas, elles sont montées. Elles ont fait la première, elles sont pionnières sur ces choses-là. L'opportunité maintenant, aujourd'hui, c'est de se dire, c'est quoi la prochaine étape pour moi? On en revient à la question de réussite. C'est quoi pour moi la réussite demain? Est-ce que c'est d'être comme ces femmes et de me mettre dans la case des hommes, peut-être, pour certaines personnes? Est-ce que c'est de ne pas du tout l'être et de rester là où je suis? Est-ce que c'est de faire un entre-deux? Tu vois? Et il y a cette notion d'opportunité dans un monde qui est tel qu'il est aujourd'hui, des choses qu'on va pouvoir modifier, peut-être, des choses qu'on va pouvoir, qu'on va devoir accepter et utiliser telles qu'elles sont aussi. Mais du coup, il y a une notion d'opportunité, en fait. Et oui, dans notre monde et au quotidien, on vit avec d'autres êtres humains. Ça veut dire, il y aura de la manipulation. À partir du moment où tu parles avec un autre être humain, potentiellement, tu es en train de le manipuler. Parce que si sa croyance, elle est déficiente sur certaines choses, ou si tu as une certaine prestance, un certain charisme, moi je parle beaucoup de charisme et j'essaye d'inculquer aux femmes ambitieuses que j'accompagne le charisme et comment est-ce que tu arrives à l'utiliser pour que ça soit ton allié et que ça t'aide au quotidien à attirer un maximum d'opportunités. Si tu as toutes ces notions-là, potentiellement, tu es déjà en train de manipuler. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si tu es dans un système qui aujourd'hui manipule, bah, du coup, l'opportunité, c'est de te dire, bah, moi, du coup, je vais prendre les informations que j'ai et je vais faire avec ce que j'ai autour de moi pour avoir un maximum d'opportunités. Mais Ouais. cette notion de se questionner sur à qui ça rapporte le plus, etc., je pense que c'est intéressant, mais du coup, en tout cas moi, en tant qu'experte mindset, tu te décentralises de toi et tu vas chercher l'information ailleurs. Pour moi, l'information la plus intéressante, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce que tu as autour de toi qui peut t'aider à atteindre ça. Quelles sont les opportunités que tu vas avoir autour de toi? Il y a celles, les 5%, tu es conscient. Par exemple, j'en sais rien, moi, mes opportunités, c'est mon entourage. J'ai bossé 8 ans dans le marketing avant. Bah, évidemment que mon réseau, ça va m'aider à faire exploser mon business. Ça va m'aider, j'en sais rien, moi, à passer à la radio. Ok. Mais ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Où est-ce qu'elles sont mes autres opportunités? Eh ben, elles sont dans mon inconscient. Et c'est là ou pour passer outre ce que tu dis de bien continuer à faire toujours bien tout droit et de faire mon prêt, de faire les trucs bien comme on m'a «forcé à le faire» entre guillemets, ça je suis d'accord. Et de toute façon, il y aura toujours des gens qui seront dans ces, rouages-là, et qui prendront pas conscience de ça. C'est comme ça. Je pense qu'il faut l'accepter qu'on ne pourra pas avoir toute la société comme ça, aujourd'hui en tout cas. Avec le progrès peut-être, mais aujourd'hui c'est pas le cas. C'est comme ça. J'essaye pas de changer toute la société aujourd'hui et je pense que c'est pas forcément ce qui va nous aider, nous, humains, personnels, de vouloir tout changer de la société. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, j'ai ma rivalité féminine, l'ambition féminine. J'ai mon mathématique sur laquelle j'ai envie de modifier certaines choses. J'ai envie d'avoir... c'est ma mission. Mais j'ai pas la mission de tout changer. Et donc, je préfère choisir une certaine mission, être très claire là-dedans, d'être même experte sur cette thématique-là, plutôt que de questionner tout le système. Et du coup, comme je suis claire, précise, bah, mon inconscient, il va aller chercher les opportunités. Ah, ça, je pense que pour résumer ça, c'est vraiment faire ses choix en conscience, tu vois. Ouais, exactement. Exactement. Il y a une notion de responsabilité derrière. Il y a Ouais, une forte notion de responsabilité. absolument, absolument. Margot Ilona, j'ai une question sur ce podcast. C'est quel est selon toi ton différenciateur inné? Mon différenciateur inné, c'est la petite Margot Ilona qui est au fond de moi. C'est-à-dire que c'est la petite Margot Ilona qui s'est éteinte à un moment. J'ai été hyper ensoleillée, j'ai été hyper mignonne. Beaucoup de gens me disent que quand j'étais jeune, petite, j'étais un soleil, etc. Et en fait, le fait de me mettre éteinte, ça m'a forcée aujourd'hui à rechercher cette petite Margot Ilona. Et la recherche de cette petite Margot Ilona en moi, elle fait que là, dans mes offres, dans tout ce que je propose d'ailleurs, que ce soit les accompagnements, que ce soit les conférences, ou que ce soit ce que je propose aussi avec le Club Together, je pense que le fait d'être alignée maintenant avec la vraie Margot, je propose dans le mindset, je te dis pas quoi faire en fait.
Je suis pas un coach qui va te dire que tu dois avoir confiance en toi. Je suis pas un coach qui va te dire que tu dois forcément être charismatique. Je suis la coach qui va t'amener à te questionner sur toi-même. Je suis la coach qui va t'amener à te dire c'est qui en fait la vraie personne au fond de toi. Pas celle que tu es aujourd'hui. Parce que beaucoup de coachs se questionnent sur ok, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Mais non. Moi, je veux que dans le futur, tu me dises ça y est, je suis alignée avec la personne que je suis. Ça y est, je suis réellement la personne que je veux être, mais parce que c'est déjà au fond de moi. C'est déjà présent au fond de moi. Parce que je l'ai vécu en fait. C'est mon vécu, c'est ma Excellent, vie au quotidien. excellent. Moi, ce que je vois par rapport à ton différenciateur inné, ce que je trouve vraiment, voilà, ta petite patte, si je puis dire, ton essence, c'est, je dirais en quelques mots, c'est être éveilleuse de conscience. Ouais, exactement. Et c'est ça, tu vois, qui fait toi et tous les autres coachs mindset, business, etc., etc. Vraiment, vraiment cool. Cool. Ouais. J'ai avant qu'on conclue et qu'on termine ce podcast, on arrive sur la fin là. Ouais. J'ai une tradition dans le podcast, c'est de savoir qui est-ce que toi tu aimerais inviter de tes connaissances et te dire, écoute, tu sais, tu fais un petit, hey, écoute, si tu nous écoutes là maintenant, viens sur le podcast de Gaël, tu vois. Grave. Qui se serait? Eh ben écoute, j'ai une nana en tête. Elle a été intervenante au premier dîner des winners qu'a organisé une amie à moi, qui est hyper inspirante, qui dit que son parcours est atypique. Et je pense qu'il est justement pas forcément atypique, mais il est différenciateur inné. C'est Sandrine Evangelista. Sandrine Elle est Evangelista. Ouais, elle est fondatrice d'une boîte Je les écoute. qui est dingue sur tout le monde du coaching. Elle a prouvé qu'elle pouvait et être entrepreneur et être dans les dirigeantes d'entreprise, dans le salariat. Et je pense que réellement, Sandrine, si tu nous écoutes vraiment, il y a quelque chose que tu peux apporter. Parce que cette notion de singularité dont tu parles souvent, Gaëlle, elle l'incarne en fait. Elle l'incarne réellement. Excellent. Et je pense qu'un maximum de femmes comme ça, qu'on va voir partout, va pousser un maximum de femmes, justement, d'accepter les petites qu'elles sont au fond d'elles. Magnifique. Donc Super. Sandrine, si tu nous écoutes, parmi les auditeurs, s'il te plaît, Bien. contacte Gaëlle. Tu dois partager quelque chose, s'il te plaît. Extraordinaire, super. Bah écoute, Margolena, je te remercie énormément. Tu as un dernier mot que tu souhaites partager voilà, à l'audience qui nous écoute aujourd'hui avant de partir? Bah, peut-être travailler sur votre conscience de soi. C'est hyper important. Et Excellent. merci, c'était un moment magique. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et puis bah, à très bientôt. À très bientôt. Salut. Bye.